Do we have Max Blumenthal on? Avons-nous Max Blumenthal avec nous? Sommes-nous en direct? Oui. Oh, le voilà. Oh, there is. Hi, Max. Salut Max, c'est bon de te voir, nous ne t'entendons pas. We can't hear you. Pouvez-vous m'entendre? Mon audio devrait être activé. Yeah, now you're good. Thanks. Oui, non, c'est bon, merci. Eh bien, tout d'abord, merci d'être venu. Nous apprécions vraiment votre temps. Je voulais vraiment vous demander d'abord comment vous réfléchissez maintenant à ce qui s'est passé après le 7 octobre. Car encore une fois, lorsque la plupart des conflits commencent, nous avons toujours la même image. C'est une histoire en noir et blanc. Nous avions cette démocratie libérale en Israël attaquée par des terroristes, sans provocation évidemment. Et nous avons des histoires de bébés décapités, tout cela. Mais maintenant, bien sûr, après 15-16 mois, que savons-nous réellement de ce qui s'est passé ensuite, après le 7 octobre? Eh bien, c'est une question très ouverte, ce qui s'est passé après, car nous sommes maintenant 15 mois plus tard. Mais une chose qui s'est produite, juste pour faire le lien avec vos remarques que j'écoutais, c'est que l'ordre basé sur des règles a été exposé comme une gigantesque imposture. Évidemment, il y a un état d'exception autour de tout ce qui se passe en Palestine. Et nous avons vu le masque se lever dans notre propre société, avec le contrôle israélien ou le contrôle sioniste sur les grandes institutions, exposées de manière inédite. Maintenant, l'une de ces institutions était les médias d'entreprise américains. Les médias d'entreprise américains ont fonctionné comme le puissant Wurlitzer pour le bureau de Benjamin Netanyahu immédiatement après le 7 octobre. Tout contexte a été effacé pour l'opération Al-Aqsa Flood. Toute l'histoire a disparu. Et soudain, Israël était une collection de victimes de l'Holocauste. Et nous avons assisté à une série de tromperies qui ont créé un espace pour qu'Israël puisse mener un génocide, qui, comme j'ai essayé de l'expliquer dans mon livre de 2013, Goliath, était depuis longtemps en préparation. Israël était une société prête pour le génocide. Et l'assaut de 2014 sur la bande de Gaza était un essai, un assaut que j'ai pu observer de l'intérieur de Gaza. Donc les premières tromperies, comme vous l'avez mentionné, concernaient des bébés décapités diffusés sur CNN sans aucun détachement critique. Le journaliste de CNN a affirmé que ces rapports avaient été confirmés par le bureau du Premier ministre. Ils ont donc été confirmés par l'un des plus grands menteurs du monde. Ensuite, nous avons entendu parler d'un bébé cuit dans un four, d'un bébé extrait du ventre d'une femme enceinte, et ainsi de suite. Chacune de ces affirmations a été totalement discréditée. En fait, un seul bébé a été tué le 7 octobre. Myla Cohen, âgée de 11 mois, abattue accidentellement à travers la porte d'une pièce sécurisée. Les véritables objectifs du 7 octobre ont été complètement effacés. C'est ce que font les médias américains. C'est ce qu'ils ont fait lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. On nous a simplement dit que Poutine voulait recréer l'Union soviétique. Il n'y a aucune logique politique derrière cela, aucun contexte, aucune provocation. Et ici, on nous a dit que le Hamas voulait simplement tuer des Juifs. Ainsi, Israël avait tout l'espace nécessaire pour commettre un génocide. Et c'est aussi grâce à l'administration Biden, avec son principal propagateur de la rhétorique de l'ordre fondé sur des règles, Anthony Blinken, secrétaire d'État, que cet espace a été accordé. Le 31 octobre 2023, à un moment très crucial, où le Hamas disait à Israël, par le biais d'une ligne établie à Doha, à travers des négociations secrètes, qu'il libérerait tous les otages en échange de la non-invasion de Gaza par Israël. Il proposait déjà des listes de prisonniers. Tony Blinken s'est présenté devant le Sénat
et a été interrogé lors de son témoignage. Pourquoi ne poussez-vous pas pour un cessez-le-feu? Et il a répondu, parce que le Hamas est entré dans un salon à Kibbutz Be'eri et a torturé une famille à mort, démembrant les parents, puis tuant les enfants. Ensuite, ils ont déjeuné dans le salon. C'était une fabrication complète, racontée par une figure discréditée en Israël, qui est derrière tant de ces mensonges, Yossi Lando, d'une organisation de secours ultra-orthodoxe, soi-disant, qui collectait des fonds sur les fabrications du 7 octobre. Et Blinken a dit, c'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de cessez-le-feu, parce que nous avons affaire à des monstres dans le Hamas, et Israël doit pouvoir les détruire. C'était donc le 31 octobre. Un autre accord a été proposé en mai, que le Hamas a accepté en mai 2024. Et cet accord a été proposé par l'administration Biden, après que la Cour internationale de justice ait accusé Israël de génocide, ordonné d'arrêter et ordonné de ne pas envahir Rafah, la zone sud de Gaza, où tant de Palestiniens déplacés vivaient sous des tentes. Et donc l'administration Biden met cet accord de cessez-le-feu sur la table, s'attendant à ce que le Hamas le rejette, afin qu'il puisse, en quelque sorte, détourner l'attention de la décision de la CIJ. Hamas l'accepte de manière inattendue. Et donc Israël déplace les poteaux de but, et l'administration Biden permet à Israël de blâmer le Hamas pour l'échec des pourparlers. En juillet, encore une fois, le même accord de cessez-le-feu est proposé. Le Hamas accepte tous les termes. Israël déplace à nouveau les poteaux de but. Netanyahou propose de nouvelles conditions impossibles à satisfaire. Dans les coulisses, le ministre de la Sécurité fanatique, Itamar Ben-Gvir, dit à Netanyahou que si vous ne sabotez pas ces négociations de cessez-le-feu, je quitterai votre coalition et votre coalition s'effondrera. Netanyahou fait face à 4 procès pour corruption, donc il doit maintenir sa coalition. Il sabote donc systématiquement les accords. Et il semblait qu'il avait une sorte d'accord en coulisses avec Tony Blinken, où les États-Unis accepteraient de blâmer les Palestiniens chaque fois que l'accord de cessez-le-feu échouait. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Nous avons obtenu un accord de cessez-le-feu après, disons, 60 000 morts à Gaza. Destruction totale. Plus de 80% des maisons détruites. Et Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, qui a servi pendant la majeure partie du génocide à Gaza, a récemment donné, la semaine dernière, une interview à la chaîne 12 d'Israël, où il a déclaré que l'accord qui était sur la table en juillet et que le Hamas avait accepté était exactement le même accord auquel Israël vient de consentir pour fournir une cessation du conflit. Et il a dit que des milliers de vies ont été gaspillées et les otages sont toujours laissés dans la bande de Gaza. Ils auraient pu être libérés en juillet. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, face à des morts complètement inutiles. Aujourd'hui, le corridor de Netzarim a été dégagé, ou je devrais dire que dans les dernières 24 heures, le corridor de Netzarim a été complètement abandonné par l'armée israélienne. Le corridor de Netzarim était une base militaire israélienne de facto à Gaza, qui devait couper le nord de Gaza. Il traverse toute la bande de Gaza. Il devait couper le nord du reste de la bande de Gaza. Les soldats israéliens y vivaient essentiellement. Ils faisaient des barbecues, du repos et de la détente, des massages. Et ils organisaient des massacres de là et tiraient sur les gens à Gaza. Le but était d'empêcher la population du nord de Gaza de pouvoir retourner chez elle en ayant cette base-là. En raison du cessez-le-feu à la deuxième étape, ils ont été forcés de partir. Les soldats pleuraient. Ils étaient si mécontents de partir. Maintenant, ils sont partis, et les gens à Gaza peuvent examiner les ruines laissées derrière à Netzarim. Et ils ont trouvé, vous pouvez le voir sur Twitter, si vous le cherchez vraiment maintenant, des têtes décapitées, des têtes assez récemment décapitées, des bras, des jambes,
Des parties de corps étaient éparpillées dans cette zone où les soldats israéliens faisaient des barbecues pendant que l'administration américaine se battait. En bloquant cessez-le-feu après cessez-le-feu, les soldats israéliens démembrent des êtres humains à Gaza sans aucune raison, si ce n'est le pur sadisme. Donc, pour revenir au début de mes remarques, qui est responsable ici? Bien sûr, l'administration américaine, bien sûr, Israël. Israël et son projet du Grand Israël, assiégeant le peuple palestinien, les expulsant, comme nous l'entendons dans les remarques de Donald Trump, mais aussi les médias américains ont fourni à Israël tout l'espace nécessaire pour mener à bien ce projet barbare. Et nous commençons à peine à voir les véritables preuves visuelles graphiques des horreurs qu'Israël a commises, car ils ont maintenant enfin quitté de grandes parties de Gaza. Merci. Je suis content que vous ayez mentionné les médias, car souvent, ce genre de crime de guerre ne peut vraiment être commis que si vous avez une certaine couverture, à la fois de la part de la classe politique et des médias. Mais j'étais curieux à propos du cessez-le-feu que vous avez évoqué. Dans quelle mesure voyez-vous cela comme étant durable ou va-t-il perdurer? Je pense, évidemment, à Netanyahou. Eh bien, il ne le cache pas. Il ne s'en soucie pas. Le gouvernement israélien pourrait s'effondrer s'il le respecte réellement. D'un autre côté, le violer maintenant aurait aussi un coût élevé. Comment voyez-vous la probabilité ou la capacité de préserver le cessez-le-feu? Le cessez-le-feu ne peut être préservé que par la pression des États-Unis sur Israël. Israël a très peu d'incitation à le maintenir. Tous mes contacts à Gaza s'attendaient à ce qu'il s'effondre. Au cours des dernières 48 heures, 3 captifs ont été libérés de Gaza. Contrairement aux précédentes libérations, les soldats israéliennes qui ont été libérés semblaient émaciées, pas très bien nourries. Elles n'étaient pas bien nourries parce que personne dans le camp de concentration qu'Israël a créé, appelé Gaza, n'était bien nourri. Mais, dans les médias israéliens, la façon dont cela est présenté est qu'elles ont été torturées, qu'elles ont été traitées horriblement et que c'est l'Holocauste à nouveau. Qu'Israël a été créé pour empêcher que les Juifs n'apparaissent jamais émaciés et ne soient retenus en captivité par des mains non juives. Et ici, nous avons échoué. Et la seule façon de redresser cette situation est de continuer à perpétuer la mémoire spirituelle de l'Holocauste et de détruire totalement le Hamas. Mais que voyons-nous en même temps dans la bande de Gaza? Nous voyons de grandes processions, voire des parades, des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Ils semblent être en assez bonne forme. Ils sont encore armés. Ils se tiennent fièrement dans les rues de Gaza. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et le président Joe Biden ont tous reconnu que le Hamas avait reconstitué les rangs de ses combattants à la fin de la guerre. Alors, Israël a échoué dans cet objectif. Et pourtant, la population voit le Hamas comme les nouveaux nazis qui ont abusé de leur population. Et vous savez, la façon dont la société juive israélienne a digéré les 15 derniers mois est complètement différente de la nôtre, de celle de ceux d'entre vous à cette conférence. Ils voyaient les otages et captifs à Gaza un peu comme une équipe de football. Et tout le monde connaissait les noms de chaque joueur de l'équipe. Et ils connaissaient les membres de la famille. Israël est une société très petite. Tout le monde se connaît un peu par le service militaire, où ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et leur obsession de sortir ces personnes surpassait toute empathie qu'ils auraient pu avoir pour les milliers d'enfants qui ont été massacrés par leurs jets. Donc, je veux dire, je vois un très fort potentiel pour que la pression émotionnelle commence à pousser Israël à revenir dans le conflit. L'administration Trump,
bien qu'elle ait voulu cet accord de cessez-le-feu comme une victoire politique pour Trump, doit empêcher le conflit de s'étendre pour l'instant, car Donald Trump ne semble pas vouloir une guerre avec l'Iran en ce moment. Ils font très peu pour exercer une pression sur Israël. Le département d'État de Donald Trump, sous Mike Pompeo, qui est un projet favori des néoconservateurs, vient d'autoriser un accord de vente d'armes de 8 milliards de dollars à Israël. Le département du Trésor de Donald Trump vient de lever les sanctions sur une petite poignée de colons violents et fanatiques en Cisjordanie que l'administration Biden avait sanctionné comme l'un de leurs rares actes symboliques de pression sur Israël. Et cela a déclenché la violence des colons à travers la Cisjordanie contre les Palestiniens, tout en envoyant un message à l'armée israélienne qu'elle a carte blanche pour attaquer les Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie, où il y a eu une résistance armée. Et maintenant, il y a une opération militaire israélienne majeure là-bas. Ensuite, nous avons le Liban. Israël a attaqué dans le nord du Liban, tout autour du Liban, ces derniers jours, afin de provoquer et défier le Hezbollah pour qu'il réponde et pour maintenir la pression sur l'axe de la résistance. Car Israël a l'impression d'avoir pris le dessus au moment où il a signé un cessez-le-feu au Liban, et il veut continuer à maintenir cet avantage. L'administration Trump a envoyé une figure très étrange au Liban, nommée Morgan Ortagus, qui est une fonctionnaire du département d'État, qui est en fait une convertie au judaïsme. Une chrétienne sioniste convertie au judaïsme pour rencontrer Joseph Aoun, le nouveau président du Liban. Et il ne semble pas que les choses se soient bien passées là-bas, car le nouveau gouvernement libanais, que les États-Unis soutenaient, a permis à des politiciens chiites liés au Hezbollah et au mouvement Amal d'entrer au gouvernement, rejetant explicitement ce que les États-Unis voulaient. Donc, je pense que le Liban pourrait être le premier endroit où le cessez-le-feu échoue, et cela pourrait ensuite se propager à nouveau à Gaza. Israël a l'impression de ne pas avoir pu terminer son travail au Yémen, et le Yémen était un test pour l'Iran, qui est évidemment l'objectif ultime. Israël croit, vrai ou non, qu'il a envoyé le message au monde, qu'il a détruit le système antiaérien de l'Iran, ses batteries S-300, lors de sa dernière attaque contre l'Iran. L'Iran n'a pas répondu à cela. Nous ne savons pas quelle est la vérité là-bas, mais il croit qu'il peut maintenant avoir un chemin clair pour attaquer les installations nucléaires de l'Iran. Et je comprends que c'est le message envoyé au directeur du Conseil de sécurité nationale, Mike Waltz, qui a été un fervent défenseur de frapper l'Iran. Le vice-président, J.D. Vance, est un opposant déclaré à une frappe contre l'Iran. La position de Donald Trump à ce sujet n'est pas claire. Tucker Carlson, qui est une influence dans l'entourage de Trump, est un opposant très véhément à une attaque contre l'Iran. Mais je pense que l'élan est toujours là pour raviver ce conflit, attaquer l'Iran. Et il y a des forces au sein de l'administration américaine qui veulent lever toutes les contraintes sur Israël. C'est entièrement à l'administration américaine de décider si ce conflit se ravive, car je crois que Netanyahou veut aller directement vers l'Iran avec l'aide des États-Unis. C'est intéressant avec l'Iran, parce que c'est vraiment le dilemme. S'ils ne ripostent pas, alors ils sont faibles et peuvent être éliminés. S'ils ripostent, alors ils sont agressifs et dangereux et doivent également être éliminés. Ils ont donc une manière difficile de répondre. Mais vous avez mentionné le cessez-le-feu et la question de savoir si Israël ira en guerre avec l'Iran. Tout dépend des États-Unis. Eh bien, je suppose que tout le monde est au courant des récentes déclarations de Trump sur la nécessité de nettoyer les Palestiniens de Gaza. Lorsqu'on lui a demandé combien, il a dit tous. Et aussi, bien sûr, en argumentant que les États-Unis devraient alors cesser de posséder Gaza. Et oui, ce serait intéressant.
Je ne suis jamais sûr s'il faut le prendre littéralement, mais cela fusionnerait plus ou moins l'intérêt des États-Unis avec celui d'Israël, bien que j'ai tendance à douter que cela puisse réellement être fait. Je ne vois pas comment cela pourrait être, mais cela semble aussi entrer en conflit avec cette idée de l'Amérique d'abord. Étant donné qu'il est très difficile de convaincre, je suppose, les Américains de la manière dont cela bénéficierait à leur sécurité. Mais que lisez-vous dans les commentaires de Trump sur « Oui, nettoyer Gaza ». Est-ce que tout cela n'est que du vent ou comment interprétez-vous ces commentaires? Bluster, or how do you read these comments? Well, it's very dangerous bluster, but it's bluster nonetheless. Eh bien, c'est une fanfaronnade très dangereuse, mais c'est néanmoins une fanfaronnade. Et c'est une fanfaronnade basée sur des propositions réelles qui ont été présentées à Trump, complètes avec des graphiques générés par IA, montrant l'utopie de Gaza, après que sa population ait été ethniquement nettoyée, nivelée et réaménagée par des monarchies arabes rétrogrades, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Il y a quelqu'un nommé Joseph Peltzman, qui est professeur à l'Elliott School de l'Université George Washington, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est situé juste en face du département d'État à Washington. C'est un terrain de formation pour les apparatchiks du département d'État. Et Peltzman est en fait un professeur là-bas qui a proposé un plan de relocation de Gaza pour Donald Trump en juillet dernier, lorsque Gaza était substantiellement détruite. July when Gaza was substantially destroyed. And the Trump team accepted his proposal and said Et l'équipe de Trump a accepté sa proposition et a dit « C'est très intéressant. Nous allons y réfléchir. » Vous savez, vous pensez en dehors des sentiers battus. Et ce que Peltzman a dit dans cette proposition, c'est qu'il faut détruire toute la bande de Gaza et repartir de zéro. C'est presque identique au langage que Donald Trump a en quelque sorte régurgité de manière crétine lors de sa conférence de presse avec Benjamin Netanyahu. Il y a d'autres plans que Netanyahu a téléchargés sur son site web et des présentations PowerPoint qui appellent à peu près à la même chose. L'un d'eux s'appelle Gaza 2035. J'en ai parlé lors de notre live stream sur Grey Zone, je pense, hier. J'ai un peu de mal à me souvenir quand je fais ces live streams, mais ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il a en quelque sorte passé en revue ses plans. L'esprit de Donald Trump n'est pas le plus aiguisé, et ensuite, il essaie de les commercialiser de manière vraiment grossière. Et cela ressemblait à un nettoyage ethnique, parce que c'en était un. Israël ne permettra jamais à une partie de la population de Gaza de sortir puis de revenir. Pourquoi? Parce que cela contredit les objectifs du sionisme. Le sionisme exige qu'Israël surpasse en nombre la population indigène palestinienne, musulmane et chrétienne, afin de maintenir un État juif. S'il échoue à le faire et ne parvient pas à maintenir un nombre supérieur de juifs par rapport aux non-juifs entre le fleuve et la mer, eh bien, il devient officiellement un État d'apartheid. Il l'est. Il l'est déjà. Mais tout l'intérêt de Gaza était de créer un entrepôt humain pour la population excédentaire, qui était composée de réfugiés de ce qui est maintenant Israël, qui ne pouvaient pas revenir en Israël, car alors vous auriez une très petite population minoritaire gouvernant des non-juifs en son sein, tout en se déclarant un État juif. Ainsi, il ne pourrait plus être à la fois juif et démocratique si cette population vivait parmi eux. Ils doivent donc vivre dans un entrepôt, un camp de concentration, puis ils doivent s'en désengager et déclarer qu'ils n'ont aucune responsabilité envers cette population. C'est ce qu'Israël a fait en 2005-2006 avec le désengagement. Les conventions de Genève ne s'appliquent plus. Ils ne les occupent pas parce qu'ils ne sont pas physiquement là. Bien sûr, ils maintiennent un contrôle total sur Gaza par des moyens plus sophistiqués, des drones et des murs, etc. Le but est de préparer le terrain pour, à une date ultérieure, pousser cette population vers le monde arabe, vers l'Égypte spécifiquement, mais en les laissant sortir n'importe où. Et maintenant, Israël a l'opportunité parfaite de commencer à expulser cette population excédentaire
afin de sécuriser sa majorité démographique juive. Et Joseph Peltzman, qui semble être lui-même un sioniste juif intégré dans le milieu universitaire, ne fait pas face aux mêmes conséquences que les professeurs pro-Palestine lorsqu'ils, par exemple, lancent « Libérer la Palestine » ou remettent en question ce qu'Israël a fait le 7 octobre. Et ils se font tous virer. Il propose ce plan qui semble être le plan parfait. Et Donald Trump, il comprend de quel côté son pain est beurré. Donald Trump a été financé par Elon Musk, nous le savons tous, 185 millions de dollars pour financer la campagne de terrain de Donald Trump en 2024. Mais son deuxième plus grand donateur était Miriam Adelson, la veuve du défunt magnat sioniste américain, Sheldon Adelson. Miriam Adelson est entièrement dévouée au projet du Grand Israël. Elle est essentiellement un atout du renseignement israélien. Elle a également financé la carrière de Benjamin Netanyahu. Et elle était assise lors de l'inauguration de Trump, directement derrière Donald Trump. Aucun membre du Congrès n'a obtenu un siège aussi bon. La plupart des membres du cabinet n'ont pas été traités à un tel siège VIP. Ainsi, l'importance de Miriam Adelson est fondamentale, et Trump comprend ce qu'il doit dire ici. Il a donc essentiellement livré le fantasme d'Israël, du moins rhétoriquement. Et c'était du bluff, car la population de Gaza ne partira pas. Ils se battront pour rester dans leur maison. Nous avons vu le genre de courage et de détermination qu'ils ont affiché dans le nord de Gaza lorsqu'ils étaient sous un siège de famine ces derniers mois. Le docteur à l'hôpital Kamal Adwan, Hussam Abou Safia, est resté avec ses patients et a refusé les ordres d'évacuer l'hôpital jusqu'à ce qu'il soit arrêté et emmené dans un camp de torture par Israël. C'est la mentalité des habitants de Gaza, parce qu'ils comprennent qu'au moment où ils quittent leur maison, la Palestine disparaît. Leur identité en tant que peuple disparaît, et le génocide est complet. Et comme je l'ai mentionné auparavant, la branche armée du Hamas est toujours active. Donc c'est du bluff. Mais ce que Trump a fait, c'est qu'il a légitimé ce genre de bluff. Et maintenant, vous voyez, par exemple, le New York Times déclarait que Trump proposait une idée originale qui rompt avec les conventions sur la manière de résoudre le conflit. Nous voyons des figures comme Dennis Ross, quelqu'un qui a supervisé le soi-disant processus de paix et les négociations sous l'administration Clinton, et a joué un rôle dans l'administration Obama. Il a dit, eh bien, tous ces États arabes critiquent le plan de Trump, mais ont-ils une meilleure idée? Les médias de Murdoch en Australie et au Royaume-Uni ont vanté le plan de Trump comme une sorte d'initiative audacieuse. Donc, nous pouvons voir maintenant que la façon dont Trump opère est qu'il dira quelque chose qui semble fou, mais cela déplace les paramètres et la fenêtre d'Overton et le rend plus normal avec le temps. Ainsi, il normalise le nettoyage ethnique. Et juste un dernier point. Vous savez, le mouvement de Donald Trump s'appelle America First. Rendre l'Amérique à nouveau grande. Mais il est très clair ici que Donald Trump est subverti par une force étrangère en Israël et son lobby du Grand Israël et le mouvement sioniste aux États-Unis, et qu'il était en fait initialement prêt à engager des troupes américaines pour, selon ses mots, prendre possession de Gaza. Cela soulève donc des questions pour sa base sur ce que signifie vraiment l'Amérique d'abord. Quels sont réellement les intérêts américains? Et si ce n'est, et s'ils sont réellement alignés avec Israël? Les contradictions commencent à s'accentuer pour beaucoup des membres les plus informés du mouvement de Donald Trump, et ils commencent à se demander s'ils n'ont pas été dupés. Ce sera une tendance intéressante à observer au cours des 4 prochaines années. Eh bien, vous avez mentionné que ce plan de les envoyer dans d'autres pays n'était probablement pas très bien informé. Et évidemment, les Palestiniens y résisteraient fortement.
Il a suggéré, vous savez, pourquoi voudraient-ils revenir, comme s'ils étaient déjà d'accord avec lui qu'ils devraient tous être ethniquement nettoyés. Mais, en termes de les envoyer dans d'autres pays, il y a certains défis là-bas. Je suppose que c'est l'Égypte et la Jordanie. Que se passe-t-il dans ces pays, à l'intérieur des pays? Non pas que cela se produirait nécessairement ou réellement, mais juste la menace d'envoyer ou de nettoyer ethniquement la Palestine et d'envoyer toutes ces personnes en Jordanie et en Égypte. Non seulement ces deux pays, mais même l'Arabie saoudite, avec Trump suggérant qu'il avait déjà obtenu le feu vert des Saoudiens. Cela pourrait être vrai, je le douterais probablement. Mais néanmoins, parmi le public, cela ne peut pas être une déclaration très populaire, quelque chose qui les rendrait heureux avec leurs autorités. Non, c'est du point de vue des États arabes sunnites. C'est l'équivalent de les menacer avec une campagne de bombardement. Le prince Turki Al-Faisal, qui est le chef du renseignement de longue date de l'Arabie saoudite et un allié très proche de la CIA, est apparu dans l'émission de Christiane Amanpour aux États-Unis. Je pense que c'était sur PBS. C'était peut-être sur CNN. Portant un keffiyeh palestinien comme couvre-chef, il envoyait essentiellement un signal de défi total à Trump. Le roi Abdullah en Jordanie, qui est essentiellement un implant britannique dans la région, un hachémite qui règne sur une grande population de réfugiés palestiniens, a divulgué aux médias qu'il prépare une action militaire contre Israël si les Palestiniens sont nettoyés ethniquement et poussés en Jordanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi, un autre type de pantin soutenu par l'Occident, je veux dire, effectivement, un pantin soutenu par l'Occident, est totalement dépendant de l'Occident pour gouverner, et des accords de Camp David, de l'aide américaine pour son armée. À la tête d'une junte militaire de facto en Égypte, il a déclaré une opposition totale et un rejet du plan de Trump. Le peuple égyptien, l'Égyptien moyen, soutient très fortement la lutte palestinienne, mais l'élite égyptienne est profondément anti-palestinienne et voit les Palestiniens comme une force déstabilisatrice. Sisi est profondément préoccupé par une autre insurrection ou soulèvement des frères musulmans dans son pays et considère le Hamas et les frères musulmans comme au moins des cousins idéologiques. La Jordanie a connu des manifestations déstabilisatrices à Amman tout au long de la guerre, ce qui, je pense, a effrayé le roi Abdallah. Nous devrions également considérer la situation au Liban. Les réfugiés palestiniens y ont été effectivement privés de la possibilité de trouver un emploi dans environ 75 professions par Rafik Hariri, le défunt leader sunnite pro-occidental du Parti du Futur en 2005. Les réfugiés palestiniens au Liban sont traités de manière horrible par la société libanaise. La société libanaise dans son ensemble, avec toutes ses divisions sectaires, est très instable. Ainsi, ajouter davantage de réfugiés palestiniens dans la région ne fait que créer une poudrière. Les dirigeants arabes, aussi soumis qu'ils soient à la direction occidentale, sont fermement opposés à cela. Et je ne pense pas que Donald Trump comprenne cela, car il accepte simplement la logique sioniste et la proposition sioniste pour chaque problème. Ensuite, vous avez l'Europe. Je veux dire, l'Europe se déplace vers la droite. L'une des raisons est, je veux dire, c'était une partie de la thèse de mon dernier livre, la gestion de la sauvagerie, sur pourquoi l'Europe se déplaçait vers la droite. C'était la Syrie, que l'Occident avait financé une guerre sale et supervisé une guerre sale en Syrie pendant 10 ans, créant l'un des plus grands flux migratoires depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a accepté 1 million de réfugiés syriens. Tous ces autres pays étaient préoccupés par le fait qu'ils auraient des réfugiés syriens parmi eux. Une majorité des électeurs du Brexit ont cité l'immigration ou, vous savez, la crise migratoire comme l'une des raisons pour voter pour le Brexit. Et maintenant, nous commençons à voir l'effet avec l'AfD en Allemagne, qui monte en flèche.
AfD in Germany rising, all of these populist right-wing movements rising. Tous ces mouvements populistes de droite qui émergent, ils n'accepteront pas les réfugiés palestiniens de la même manière que l'UEMM a accepté les réfugiés syriens. Alors où vont-ils aller? Ils retournent chez eux. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement affirmer qu'ils devraient retourner chez eux? Et ensuite, qu'en est-il de la population israélienne, la population juive israélienne qui est encore déplacée? Environ 50 000 Israéliens juifs refusent de retourner chez eux dans le nord d'Israël parce que leurs maisons sont pour beaucoup détruites et ils ont peur du conflit ravivé avec le Hezbollah. Où iraient-ils? Je ne sais pas, puisque Donald Trump a légitimé tout ce discours sur le nettoyage ethnique des Palestiniens et le transfert et la relocalisation. Pourquoi ne pas envoyer cette population pour une période de temps jusqu'à ce que leur maison soit reconstruite en Allemagne, qui a été l'auteur de l'Holocauste, et s'en est tiré à bon compte en déplaçant les enfants? Pourquoi l'Allemagne ne s'attaque-t-elle pas à ce problème qu'elle a contribué à créer? Elle s'en est sortie à bon compte avec le sionisme et a déplacé son problème juif sur le dos des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec l'Holocauste. Ce sont donc des questions qui peuvent maintenant être posées grâce aux fanfaronnades crétines de Donald Trump. Merci, Max. Au fait, j'ai juste une dernière question brève. Je sais qu'il n'est pas populaire d'essayer de regarder dans nos boules de cristal et de prédire l'avenir. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de directions possibles ou positives qui sont bloquées, comment voyez-vous ce conflit évoluer dans le temps à venir? Avez-vous des attentes? Eh bien, je pense que j'ai abordé cela après la deuxième question, et je n'aime pas regarder dans une boule de cristal. Mais je suis vraiment préoccupé par ce qui se passe en ce moment à Washington et l'agenda du directeur du Conseil de sécurité nationale, Mike Waltz, vis-à-vis de l'Iran. Je pense que le cessez-le-feu est essentiellement une pause dans un conflit prolongé qui a été accéléré par l'opération Al-Aqsa Flood. Ce que Yahya Sinwar a fait en autorisant ou en menant cette opération a simplement accéléré les forces de l'histoire. Nous vivons donc cette période historique en ce moment. Israël aimerait remodeler la région selon ses propres plans, mais il existe encore diverses forces de résistance qui ont le pouvoir de riposter. La force la plus puissante est l'Iran, et elle a les yeux rivés sur une attaque contre les sites nucléaires iraniens cette année. Encore une fois, c'est aux États-Unis de décider. C'était un bon moment pour terminer. Alors merci beaucoup à Max. S'il écoute, merci. Vous trouverez beaucoup plus de ces deux gars sur YouTube, mais aussi sur Substack, leurs écrits et leurs nombreux livres. C'était une heure fantastique. Merci. Nous ne voulons pas, et merci. Merci pour l'invitation. Thank you for the invitation.